Ma fiancée a exigé, je veux un mariage à 300 000 $ ou pas de mariage du tout. J'ai répondu, alors il n'y en aura pas. Je ne peux pas m'endetter à vie. J'ai donc annulé la salle, obtenu un remboursement, et 72 heures plus tard, sa mère m'a appelé en me suppliant. J'étais fiancé à Rachel, 29 ans. Nous étions ensemble depuis 4 ans. Je pensais que nous étions heureux. Je pensais que nous étions sur la même longueur d'onde concernant la vie, notre avenir, tout. Je suis chef de projet dans une entreprise de construction. Je gagne bien ma vie. Je suis responsable financièrement. J'ai un plan solide sur 5 ans, une maison, des enfants, une vie. Je pensais que Rachel faisait partie de ce plan. La demande en mariage était parfaite. Elle a pleuré. J'ai pleuré. Tout le monde était ravi. Nous avons commencé à organiser le mariage il y a environ 3 mois. J'avais économisé de manière intensive et j'avais mis de côté environ 50 000 $ spécialement pour cela. Je pensais qu'avec la participation de ses parents, on pourrait organiser un mariage magnifique et mémorable pour 60 à 70 personnes environ, sans que personne ne s'endette. C'était ma première erreur. J'avais cru qu'on vivait dans la même réalité. Samedi dernier, on s'est assis pour finaliser le budget. J'avais mon tableur ouvert, je lui montrais mes économies et les estimations de coûts. Elle était silencieuse, trop silencieuse. Puis elle a fait glisser un classeur sur la table. Il était épais, rempli de découpages de magazines, d'échantillons de tissus et d'impressions de blocs de mariage haut de gamme. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé. « C'est le projet » a-t-elle dit d'une voix un peu rêveuse. « Maman et moi, on y travaille. » Je l'ai feuilleté. Les lieux étaient de véritables châteaux. Les compositions florales semblaient tout droit sorties du hall d'un hôtel 5 étoiles. Les robes, au pluriel, étaient de la haute couture. Je n'ose même pas imaginer le prix du traiteur. J'ai ri. C'est incroyable, ma chérie. On a bien le droit de rêver, non? Bon, voyons ce qu'on peut faire concrètement. Non, elle m'a coupé la parole. Son regard était dur. Ce n'est pas un rêve. C'est le mariage que je mérite. J'ai eu un coup au cœur. Rachel, c'est une somme de plusieurs centaines de milliers de dollars. 300 000 pour être précis, a-t-elle précisé sans ciller. C'est le minimum. Je l'ai fixé, bouche bée. Je pensais que c'était une blague, un test. J'attendais qu'elle rie et dise, je t'ai eu. Mais elle est restée assise, à me regarder d'un air interrogateur. D'où viendrait cet argent? J'ai fini par lâcher, j'ai 50 $ d'économie. C'est tout ce que j'ai pour ça. Je ne vais pas contracter un deuxième prêt hypothécaire sur une maison que je ne possède même pas encore. Eh bien, a-t-elle soupiré comme si j'étais un enfant particulièrement naïf. Tu es un homme. Débrouille-toi. Fais un emprunt. Vends des actions. C'est un investissement pour nous. La conversation a ensuite dégénéré. Il est devenu évident que ce n'était pas seulement son idée. C'était le rêve de sa mère, Caroline. Il voyait ce mariage comme notre entrée dans le monde, une démonstration de force auprès de leur cercle. Mon pragmatisme était perçu comme une insulte. Mon refus de m'endetter lourdement était interprété comme un manque de considération pour elle. Tout s'est terminé par un ultimatum, celui du titre. Ces mots exacts, prononcés avec une froideur glaçante, j'ai rêvé de ce jour toute ma vie. Je ne ferai aucun compromis. C'est un mariage à 300 000 $ ou rien. Je ne suis pas quelqu'un d'émotif. Mon rôle est d'analyser un problème, d'en évaluer les risques et de prendre une décision logique. Et à cet instant précis, la femme que j'aimais me présentait un projet catastrophique. Un projet conçu pour nous ruiner avant même de commencer. Tout ça pour une fête d'un jour. Je l'ai regardée, cette femme que je croyais connaître, et j'ai ressenti une profonde tristesse. Ce n'était pas qu'une question d'argent. C'était un déni total de la réalité, un sentiment de droit absolu. J'ai donc pris une décision logique. D'accord, ai-je dit d'une voix étrangement calme. Si c'est ton choix, alors je refuse le mariage, a-t-elle rétorqué avec mépris. Tu bluffes. Pas du tout, ai-je répondu en me levant. Je ne peux pas fonder un mariage sur des dettes et des illusions. Je t'aime, mais je ne ferai pas ça, alors il n'y aura pas de mariage. Elle m'a simplement dévisagé, la mâchoire pendante. Je crois qu'elle pensait vraiment que j'allais mentir, que j'allais lui promettre n'importe quoi.
Le lendemain était un lundi. Je suis allé travailler. Je me sentais vidé. Pendant ma pause déjeuner, j'ai appelé la salle pour laquelle nous avions versé un acompte de 5000 $. C'était une charmante grange rustique que nous étions censés adorer. Heureusement, l'endroit est très prisé et la liste d'attente est longue, si bien que leur contrat prévoit un remboursement intégral de l'acompte en cas d'annulation avec un préavis d'au moins 90 jours. Nous étions à JE82. Ils pouvaient relouer la date en un clin d'œil. Je leur ai envoyé un courriel confirmant l'annulation. Le remboursement intégral devrait être effectué sous 5 à 7 jours ouvrables. Je n'ai pas parlé à Rachel depuis la dispute. Silence radio complet. Je me suis dit qu'elle attendait que je craque. Mais ce matin, exactement 72 heures après avoir annulé la réservation, mon téléphone a sonné. C'était Caroline, sa mère. Je m'attendais à des cris, des menaces. Au lieu de ça, elle me suppliait. « Patrick, mon chéri », commença-t-elle d'une voix faussement mielleuse, « Rachel est anéantie. Tu la connais. Il faut que tu arranges ça. Il faut que tu rappelles la salle et que tu leur dises que c'était une erreur. » Je lui ai dit que je ne le ferais pas, que le mariage était annulé. Sa voix s'est durcie. N'importe quoi. On a déjà prévenu tout le monde. Mon frère, qui habite loin, a déjà réservé son vol. Tu ne peux pas nous faire honte comme ça. Il faut que tu te comportes en homme et que tu offres à ma fille le mariage qu'elle mérite. Voilà où nous en sommes. Elle ne me supplie pas de sauver la relation de sa fille. Elle me supplie de la sauver d'une humiliation sociale. Rachel ne m'a pas contacté. Sa mère exige que je m'endette pour l'honneur de sa famille. Et je n'ai jamais été aussi sûr d'avoir pris la bonne décision. Première mise à jour, cette semaine a été folle. Merci à tous pour votre soutien et vos messages privés. Ça me rassure de savoir que je ne suis pas folle. La situation a dégénéré comme beaucoup d'entre vous l'avaient prédit. Ce sentiment de droit acquis n'est plus une simple fuite, c'est un véritable déluge. Alors, après l'appel de Caroline, je me suis faite discrète. J'ai bloqué son numéro, mais j'ai laissé celui de Rachel débloqué, en espérant qu'elle revienne à la raison et qu'on puisse au moins avoir une conversation. Mature pour rompre. Quelle naïveté! Mercredi, j'ai reçu une avalanche de messages de Rachel. Pas d'excuses, pas de questions, des exigences. C'était une liste à puces. La bague, elle la veut, ce qui est normal. C'est un cadeau conditionnel. J'ai déjà pris des dispositions pour que le colis soit récupéré par un coursier. Remboursement financier. Elle a exigé 5000 $ pour le temps et l'énergie consacrés à l'organisation de ce mariage imaginaire à 300 $. Elle prétendait avoir passé des heures sur Pinterest à créer ce classeur. Dommages et intérêts pour diffamation. Elle affirmait que je l'avais diffamée en la faisant passer pour une personne matérialiste auprès du personnel de la salle. J'avais pourtant simplement envoyé un courriel d'annulation professionnelle. Elle réclamait 2500 $ supplémentaires pour cela. La montre. C'était le comble. Mon grand-père est décédé il y a 2 ans. Il m'a légué sa montre Omega Master classique vintage des années 1960. Elle n'est pas tapa accent grave-l'œil, mais c'est un classique. C'est mon bien le plus précieux. Dans sa lettre, il disait espérer que je la porterais le jour de mon mariage, comme symbole d'un amour éternel. Rachel le savait. Son message disait, puisque nous allions former une famille, la montre devrait être considérée comme un héritage familial. Je voulais une compensation pour l'humiliation publique. À la lecture de ce message, toute trace de tristesse s'est évaporée, remplacée par une détermination froide et inflexible. Ce n'était pas une femme naïve et au cœur brisé. C'était une escroquerie. J'ai pris 24 heures pour me calmer. J'ai pris rendez-vous pour une consultation d'1 heure avec un avocat afin de comprendre mes droits et de m'assurer d'être protégé. Puis j'ai répondu, non pas par SMS, mais par courriel. Je suis resté professionnel et me suis basé sur les conseils juridiques que je venais de recevoir. Objet, rupture de fiançailles et partage des biens. Rachel, suite à tes messages, voici ma réponse officielle. La bague de fiançailles sera récupérée par un coursier sécurisé vendredi à 10 h. Merci de la tenir prête. Je ne verserai aucune compensation financière pour le préjudice moral subi ou la diffamation perçue. Une telle demande est sans fondement juridique. La montre de mon grand-père est ma propriété personnelle, un héritage familial. Elle n'a jamais été. Ce n'était pas un cadeau,
et cela n'a jamais été considéré comme un bien matrimonial. Cela restera en ma possession. Veuillez adresser toute correspondance ultérieure concernant les biens matériels à cette adresse électronique. Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir, Patrick. La réponse fut instantanée et explosive. Quelques minutes plus tard, son père, Denny, m'appelait. Denny est généralement un homme calme et passif qui laisse Caroline mener la danse. Pas cette fois. Il hurlait, non pas à cause du chagrin d'amour de Rachel, mais parce que j'avais formellement refusé leur demande. « Mais qu'est-ce qui te prend » a-t-il crié. « Tu l'as humilié. Tu annules le mariage et maintenant tu envoies des courriels froids et formels pour une foutue montre. » Je me protège, Denny, ai-je répondu calmement. Ta fille réclame des milliers de dollars et des biens personnels qui ne lui appartiennent pas. Elle est bouleversée. Tu l'as humiliée. Ma femme a dû annuler le rendez-vous avec la calligraphe. Tu te rends compte à quel point c'est embarrassant, a-t-il balbutié. La calligraphe. C'est de ça qu'il s'agissait. Les acomptes qu'ils avaient versés. Leur rupture, sans même me prévenir, pour leur mariage de rêve, a tout gâché. Ils n'étaient pas seulement furieux, ils avaient perdu de l'argent. Et c'est là que ça a mal tourné. Le lendemain, j'ai vu une publication sur la page Facebook de Caroline. Elle était publique. Aucun nom, mais c'était évident. Quelle tristesse de voir une jeune femme donner son cœur à un homme qui se révèle être manipulateur et abusif financièrement. Il lui a fait miroiter un mariage pour ensuite le lui arracher des mains parce qu'il ne la jugeait pas digne de ça. Un homme bien subvient aux besoins de sa famille. Un homme faible trouve des excuses. Notre fille mérite un homme qui prend soin d'elle, pas un chef de projet. Les commentaires étaient un véritable cloaque, ses amies mondaines lui offraient leur sympathie et dénigraient l'escroc anonyme. Elles essayaient de contrôler la situation, de me faire passer pour la méchante, de sauver leur réputation. Alors, fini les supplications. Place aux menaces et à la campagne de diffamation publique. Elles n'essaient plus de me faire payer le mariage, mais de me faire payer pour l'annulation. Et elles ont commis l'erreur de me montrer exactement ce que je valais. Ce qui les intéresse, ce sont les apparences. Et je suis chef de projet. Je suis très doué pour gérer l'image et démolir les fondations fragiles. Deuxième mise à jour. Quelques semaines ont passé et la situation s'est envenimée, prenant une tournure tendue. Merci encore d'avoir été à mon écoute. Cela m'a aidé à rester concentré. La campagne de diffamation a continué. Rachel a publié un message, un selfie les yeux embués de larmes, avec un éclairage parfait, bien sûr, sur sa survie face à la manipulation financière et la douleur de réaliser que l'homme qu'elle aime ne la valorise qu'en termes d'argent. C'était un chef-d'œuvre de victimisation. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, des amis communs me demandant ma version des faits. J'ai donné une brève déclaration neutre à tous ceux qui me l'ont demandé. Nous avions un désaccord fondamental concernant notre avenir financier. Je lui souhaite le meilleur. Je refuse de me livrer à cette guerre des mots. Ce n'est pas comme ça qu'on gagne. On gagne en laissant son adversaire prendre l'avantage. Leur faiblesse réside dans leur obsession du statut social et des apparences de richesse. Je savais, d'après mes conversations avec Rachel, que l'entreprise d'import-export de son père, Denny, était en difficulté. Pendant quelques années, ils ont vécu bien au-dessus de leurs moyens, se donnant les moyens de paraître prospères grâce à une image soigneusement construite. Ce mariage à $300 n'était pas qu'une simple fête, mais une tentative désespérée de projeter une image de réussite. Il y a environ 2 semaines, un nouveau coup bas est arrivé dans ma boîte aux lettres, une lettre à l'allure formelle, provenant d'un cabinet d'avocats dont je n'avais jamais entendu parler. C'était une mise en demeure rédigée avec une aisance juridique déconcertante, mais en substance, Rachel prétendait maintenant que j'avais conclu un accord verbal pour payer ce mariage à $300, et que mon annulation lui avait causé un préjudice financier et émotionnel considérable. Il réclamait $50 000 de dommages et intérêts, ainsi que, une fois de plus, la montre de mon grand-père. Mon avocat, que je tiens désormais officiellement à ma charge. Même si ce n'est que pour un petit montant, a ri quand je lui ai transféré la lettre. Il a dit que c'était une tactique d'intimidation, probablement un ami du cabinet familial qui essayait de me faire chanter. Il a rédigé une réponse polie mais ferme, me signifiant d'aller me faire voir, en soulignant l'absence de toute preuve d'un accord verbal et en réaffirmant que la montre était un bien personnel non négociable. Cela a confirmé mon intuition. Elles étaient désespérées, non seulement par vengeance, mais aussi par besoin d'argent. Alors, j'ai lancé ma contre-offensive.
discrète, mais stratégique. Première étape, contacter les prestataires. J'ai dressé la liste de tous les prestataires haut de gamme mentionnés par Rachel et Caroline dans leur stupide classeur. J'ai envoyé à chacun d'eux un courriel poli. Objet, demande de renseignement de Rachel Patrick. Bonjour, je vous écris pour retirer officiellement notre précédente demande concernant vos services pour un mariage le date. Mes fiançailles avec Rachel nom de famille sont rompues et nous n'irons pas plus loin dans nos préparatifs de mariage. Merci de votre compréhension. Cordialement, Patrick. Cette démarche a eu deux effets, elle a coupé net tout lien qu'elles auraient pu tenter de maintenir en utilisant mon nom et elle a diffusé la vérité dans le milieu très colporteur des mariages de luxe. Deuxième étape, la stratégie sociale. Je n'ai pas cherché à contrer leur version des faits en ligne. J'ai simplement commencé à partager ma vie un peu plus publiquement que d'habitude. J'ai publié une photo d'une randonnée du week-end, une photo de moi et mes amis à un match de baseball. Je montrais, sans le dire, que ma vie n'était pas finie. Tout allait bien. Le déclic est venu d'une source inattendue. Le cousin de Rachel, un type bien nommé Tyler, avec qui je m'entendais toujours bien, m'a envoyé un texto. Salut mec, pas besoin de répondre si tu ne veux pas, mais ça va? Ma tante et mon oncle sont en train de péter un câble. J'ai décidé d'être honnête avec lui, mais bref. Salut Tyler, ça va. Merci de t'en soucier. C'est le bazar. J'ai annulé le mariage parce que je ne voulais pas commencer ma vie avec une dette colossale à 6 chiffres. Voilà toute l'histoire. J'espère que tu vas bien, a-t-il répondu un peu plus tard. 6 chiffres, mec. Mon père est furieux. Il a dit, oncle Denny a essayé de lui emprunter une somme énorme pour une histoire de business. Mon père a refusé. Il a trouvé ça louche. Tout s'explique maintenant. J'ai répondu par SMS avec une simple question, par curiosité, avait-il mentionné un montant pour le mariage? Tyler a répondu instantanément. Effectivement. Il a dit, Denny, tu as laissé échapper quelque chose. C'était un mariage à 300 000 $. Mon père pensait qu'il plaisantait. Mon Dieu. Tu l'as échappé belle. Bingo. Les fondations étaient non seulement fragiles, mais pourries. Denny essayait d'emprunter de l'argent à sa famille, non pas pour son entreprise, mais pour assurer leur avenir. Ils ont tout réduit à une question de statut, d'argent et d'héritage. Ils ont tenté de me voler mon argent, ma réputation et la mémoire de mon grand-père. Il est temps que ça cesse. Tildar, la famille a envoyé une fausse menace de poursuite judiciaire, qui a échoué. J'ai découvert qu'ils ont de graves difficultés financières et qu'ils essaient d'emprunter de l'argent à leurs proches pour couvrir leurs mensonges. Ils ont bâti tout leur monde sur un château de cartes. Je suis sur le point de retirer la dernière carte. Dernière mise à jour. Bonjour à tous. Ce sera mon dernier message sur cette affaire. Le projet est terminé. La démolition est finie. Après ma dernière mise à jour, je savais que je devais prendre une décision radicale. Quelque chose qui mettrait fin au harcèlement, laverait mon nom et retournerait leur propre valeur contre eux. Ils ont essayé de voler mon héritage le plus précieux, alors j'ai décidé. Pour en faire la pièce maîtresse de mon coup final, j'ai attendu une semaine. J'ai laissé le silence s'installer. Je savais qu'en coulisses, leur monde était en ébullition. Le refus du prêt de Denny par son frère avait été un coup dur. Puis j'ai exécuté la phase finale. Un simple post Instagram. J'ai un nombre modeste d'abonnés, amis, famille, collègues mais je savais que tout leur entourage scrutait mon profil. J'allais leur servir un coup de maître. J'ai pris une photo de haute qualité de l'Oméga de mon grand-père. Je l'ai posée sur un morceau de bois sombre et poli, la lumière captant l'acier vieilli et la patine chaude du cadran. Elle paraissait élégante, intemporelle et digne. Puis j'ai écrit la légende. Chaque mot a été choisi avec une précision chirurgicale. Certaines choses se mesurent en instants, pas en argent. C'était la montre de mon grand-père. Il me l'a offerte, espérant que je la porterais le jour de mon mariage, la considérant comme le symbole d'un partenariat fondé sur l'amour, la confiance et le respect mutuel. Bien que mes fiançailles soient terminées, je veux honorer l'héritage de ce que cette montre représente vraiment. Voilà, j'ai fait expertiser la montre et je vais en faire don de sa valeur totale, 8 500 $, à la fondation locale contre le cancer infantile. Je doublerai ce don personnellement.
Mon grand-père aurait été ravi de savoir que son héritage contribue à bâtir un avenir meilleur pour les enfants de notre communauté. La vraie valeur ne réside pas dans ce que l'on peut exiger, mais dans ce que l'on peut donner. Je suis impatient d'avancer vers un avenir fondé sur des bases solides et des principes sains. Héritage, charité, progrès. J'ai publié mon message, puis j'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je suis allé à la salle de sport. Les conséquences, telles que Tyler me les a rapportées, étaient catastrophiques. Mon message a été l'étincelle, mais leur désespoir a été l'essence. Au début, quelques amis proches de Caroline se sont empressés de les défendre dans les commentaires avec des déclarations vagues comme « Tu ne connais pas toute l'histoire ». Mais leurs arguments ont vite été étouffés. Le père de Tyler, voyant mon message, a apparemment appelé Denny, et une énorme dispute familiale a éclaté. L'histoire selon laquelle Denny aurait essayé d'emprunter de l'argent pendant qu'il me calomniait a commencé à circuler parmi eux. Famille élargie et amis proches. Le tableau était dévastateur. Mon acte de charité publique, contrastant avec les récits privés de leur désespoir financier et de leurs exigences exorbitantes, dressait un tableau que personne ne pouvait ignorer. Les rares personnes qui les défendaient se sont tues. L'humiliation publique était totale. Les comptes de Rachel et Caroline sur les réseaux sociaux ont été désactivés en moins de 48 heures. Il y a environ une semaine, j'ai reçu un courriel d'une nouvelle adresse. Il était de Rachel. J'espère que tu es heureuse. Tu as ruiné ma vie et ma famille pour un mariage stupide. Tu es une garce cruelle et vindicative. Je te haïrai toujours. Aucun remords, aucune lucidité, juste une rage pure et sans mélange face à l'échec de ses projets. Je l'ai transmis à mon avocat pour qu'il le conserve dans son dossier. Puis je l'ai supprimé. Et voilà. C'est fini. J'ai fait le don. J'ai reçu le reçu fiscal. Ça m'a fait du bien. J'ai eu un sentiment de pureté. J'ai perdu une montre, mais j'ai sauvé ma vie. Il y a une pointe de tristesse pour l'homme que j'étais il y a 4 ans, tombé amoureux d'une femme qui n'a jamais vraiment existé. Mais aucun regret. J'ai répondu à une trahison calculée par une stratégie calculée. Ils ont bâti un château de cartes sur des dettes et un ego démesuré. Je ne l'ai pas fait s'écrouler. J'ai simplement retiré calmement la seule carte qui m'appartenait. Le reste s'est effondré de lui-même.